Il y a une vérité inconfortable que très peu osent dire à voix haute. La plupart des gens échouent à manifester ce qu'ils désirent parce qu'ils sont piégés dans le piège du besoin. Ils veulent, exigent, s'obsèdent et finissent par payer le prix avec de l'anxiété, une insatisfaction chronique et un épuisement émotionnel que personne ne voit, mais qui se ressent comme une dette intérieure impossible à régler. Il est facile de se laisser emporter par l'impulsion, de vouloir tout de suite, de mesurer sa valeur en fonction des résultats, de tomber dans l'urgence constante, mais c'est là que beaucoup perdent leur liberté et leur paix. À quoi bon atteindre un objectif si le coût psychologique est plus élevé que la récompense elle-même? C'est ici que la philosophie stoïque entre en jeu avec sa brutalité honnête. Tu n'es pas tes désirs, tu n'es pas tes résultats, et ton bien-être n'est pas à vendre au plus offrant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la course frénétique vers chaque objectif, mais dans le savoir, quand lâcher prise, quand accepter, quand faire face à l'obstacle et en tirer la leçon qui te renforce. Manifester ne signifie pas lutter avec les poings serrés, mais apprendre à faire confiance aux mécanismes invisibles de la vie qui récompensent ceux qui agissent avec sérénité et confiance. Ce n'est que lorsque tu cesses de mendier des résultats que tu deviens magnétique. Le véritable succès est celui qui ne te coûte pas la paix. Aujourd'hui, nous allons entraîner cette discipline intérieure, car celui qui maîtrise ses émotions dirige son destin. 1. Laisse aller l'urgence de tout avoir. L'urgence de vouloir tout est le poison qui te maintient esclave. C'est le piège mental le plus efficace. Il te convainc que si tu n'obtiens pas tout ce que tu désires à cet instant, alors tu ne vaux rien, tu n'es pas suffisant, tu n'iras nulle part. Mais veux-tu la vérité? Cette anxiété d'avoir tout est exactement ce qui t'éloigne de tout résultat réel. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres et ensuite se plaindre que progresser est impossible. Tant que tu resteras attaché à ce besoin désespéré de contrôler chaque résultat, chaque avancée, chaque validation externe, tu continueras à tourner en rond, épuisé et vide. La mentalité d'urgence est une dette émotionnelle qui se multiplie chaque jour où tu la maintiens. Plus tu t'obsèdes pour l'avenir, plus tu oublies les décisions que tu dois prendre aujourd'hui, la réalité que tu peux transformer ici et maintenant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les confortables ou ceux qui cherchent un réconfort facile. C'est une discipline pour ceux qui ont le courage de se regarder dans le miroir et d'admettre que la majeure partie de leur souffrance vient de l'arrogance de croire que la vie devrait céder à leurs caprices et à leur agenda. La clé est de lâcher prise. Et lâcher prise n'est pas se résigner ni renoncer à tes rêves. C'est cesser de s'accrocher comme si ton existence dépendait de ce que tu n'as pas encore accompli. Chaque fois que tu te surprends à vouloir forcer le résultat, tu ignores le pouvoir que tu as dans le présent. C'est un acte de faiblesse émotionnelle, même si tu veux le déguiser en ambition ou en motivation. La véritable force est de pouvoir regarder tes désirs en face et dire « c'est ce que je veux, mais je n'en ai pas besoin pour être qui je suis ». C'est la différence entre agir depuis le manque et agir depuis l'abondance intérieure. Celui qui agit depuis l'urgence est toujours en dette envers lui-même. Celui qui lâche l'urgence peut enfin investir son énergie dans ce qu'il contrôle réellement, ses actions, son caractère, son attitude. Il n'y a qu'une seule question à laquelle tu dois répondre sans excuse. Vas-tu continuer à mendier des miettes de validation externe ou vas-tu commencer à construire depuis le calme et le détachement? La plupart échouent parce qu'ils n'apprennent jamais à lâcher le contrôle. Ils vivent en répétant le même cycle. Attente exagérée, anxiété, frustration, plus d'attente, plus d'anxiété. C'est un mécanisme mental autodestructeur. Le stoïque brise ce cycle. Il sait que la vie est imprévisible, qu'aucun désir ne se manifeste exactement selon ses conditions. Alors, il entraîne le muscle du détachement. Il agit avec détermination, mais lâche l'attente. Je n'ai pas besoin d'avoir tout pour être tout ce que je peux être. C'est la ligne qui coupe la racine de l'anxiété.
L'urgence n'est qu'un masque de la peur, du vide que tu ne veux pas regarder. Quand tu lâches prise, tu réalises que le présent est un terrain fertile, suffisant pour planter tes actions, sans arracher à la vie ce qui n'est pas encore prêt. Lâcher l'urgence est le premier acte de souveraineté intérieure. C'est le début de la véritable manifestation. Si tu n'es pas capable de laisser aller l'obsession du résultat, tu ne profiteras jamais ni du processus, ni de l'accomplissement. Souviens-toi de ceci, celui qui a besoin d'avoir tout n'a jamais rien. Celui qui lâche l'urgence attire tout sans se perdre lui-même. 2. Choisis la présence plutôt que les attentes. Tu es assis devant l'écran, tu ouvres ton email et le voilà, le message que tu attendais. Mais dès que tu vois qu'il n'apporte pas de nouvelles définitives, tu sens ton estomac se nouer. Tu ne peux pas t'en empêcher. L'esprit s'emballe, repassant tout ce qui pourrait mal tourner, cherchant des réponses là où il n'y a que de l'incertitude. Tu regardes l'horloge, relis le message, cherches un détail caché, quelque chose qui t'aiderait à deviner l'avenir. Mais il n'y a rien, juste la réalité de cet instant et l'impulsion presque automatique de sauter vers ce qui vient ensuite. C'est comme si tu étais programmé pour vivre dans l'antichambre du résultat suivant, incapable de rester une seconde avec ce qui se passe maintenant. Tout le temps à attendre la nouvelle, l'appel, le numéro, le signe, la tête plongée dans le futur et le corps ici, figé. C'est ainsi que fonctionne le mécanisme des attentes. Il te vole la présence et te vend l'illusion du contrôle. C'est ici que se joue la différence entre une vie dominée par l'anxiété et une conduite par le calme. Le désir, en soi, n'est pas le problème. Le véritable conflit commence lorsque tu transformes ce désir en exigence, en une sorte de dette émotionnelle qui ne sera réglée que si le monde respecte exactement ton scénario. Et cela arrive presque jamais. Le mécanisme interne est subtil mais puissant. Tu places toute ton attention à l'extérieur de toi, attaché à ce qui devrait venir, tandis que le présent devient une formalité inconfortable. Tu ne vois pas ce que tu as devant toi, car ton filtre est le besoin que quelque chose d'autre se produise. Ainsi s'installe l'insatisfaction chronique, la sensation que ce n'est jamais suffisant, qu'il manque toujours quelque chose pour pouvoir respirer en paix. La clé stoïque est de choisir la présence plutôt que les attentes. Cela semble simple, mais c'est une révolution intérieure. Il s'agit d'entraîner l'esprit à revenir, encore et encore, au seul point où la vie se déroule réellement. Ici, maintenant, cet instant. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. L'attente est un pari à l'aveugle, un investissement émotionnel dans quelque chose que tu ne contrôles pas. La présence, en revanche, est l'acte conscient de reprendre ton pouvoir et de redonner de l'énergie à ce que tu peux réellement transformer. Ton attitude, tes actions, ta réponse face à ce que tu es amené à vivre. Chaque fois que tu choisis d'être présent, même s'il y a 1000 raisons de fuir vers le futur, tu renforces ton muscle d'autorité interne. Et cela se ressent. L'anxiété perd de sa force, l'esprit se calme, le corps se détend. Tu peux penser plus clairement et mieux répondre, car tu n'es plus à la merci de ce qui se passera ensuite. Rester dans la présence est inconfortable, car cela t'oblige à affronter ce que tu ressens et penses réellement sans l'anesthésie de l'anticipation. Mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. Il est facile de se perdre dans les fantasmes et les attentes, mais cela ne fait que retarder la rencontre avec soi-même. La présence est la porte de la véritable manifestation. Seulement lorsque tu habites le moment, tu peux voir les opportunités qui auparavant te filaient entre les doigts. Seulement lorsque tu cesses d'hypothéquer ta paix pour un résultat, tu commences à expérimenter une véritable abondance. La vie se déroule pendant que tu l'attends. C'est le piège et aussi la sortie. Si tu ne choisis pas d'être ici, maintenant, tout ce que tu obtiendras sera un prix que tu ne peux pas apprécier. Il y a une autorité silencieuse chez celui qui maîtrise la présence. Il n'a pas besoin de promesses d'avenir pour se sentir complet. Il ne permet pas à l'attente de dicter la valeur de sa journée. Il choisit d'être et dans ce simple choix, il trouve tout son pouvoir.
C'est aussi simple que cela. Celui qui vit présent, vit libre. 3. Faites de chaque obstacle un maître. Je vais dire quelque chose qui n'est pas confortable à admettre, mais c'est réel. Chaque fois que je rencontre une difficulté, la première chose qui me vient à l'esprit est la réaction automatique de résistance. L'impulsion intérieure n'est pas d'apprendre, mais d'éviter le coup, de chercher des raccourcis ou de désirer que l'inconfort disparaisse le plus vite possible. C'est comme si une partie de moi voulait négocier avec la réalité, lui demander d'être plus douce, plus juste, plus facile, au lieu de faire face aux faits concrets que, s'il y a un obstacle, c'est qu'il y a quelque chose dans ma structure interne qui doit être mis à jour. Ce mécanisme de rejet n'est pas innocent. C'est une défense primaire qui, si tu ne la désarmes pas consciemment, devient ton pire ennemi. Le problème n'est pas l'obstacle en soi, mais le filtre avec lequel tu le regardes. Si tu le vois comme une menace, si tu le qualifies d'injustice ou de malchance, ce que tu fais, c'est alimenter une narration de victimisme qui te condamne à répéter le même cycle. Frustration, plainte, paralysie. Ce que le stoïcisme propose est quelque chose de beaucoup plus défiant, mais infiniment plus productif. Transformer chaque obstacle en un maître inconfortable, mais nécessaire. Cela implique de changer radicalement d'approche. La résistance est le meilleur indicateur de l'endroit où se trouve ta prochaine opportunité de croissance. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, ni de chercher la douleur par principe, mais de reconnaître que le véritable avancement personnel se produit juste au point où ta confort s'arrête. Chaque difficulté est un signal précis qu'il y a une fracture dans ta stratégie, une limite dans ta patience, une zone aveugle dans ton caractère. Si tu te contentes de te battre contre l'obstacle ou de te lamenter, tu perds la leçon que la vie te met sous les yeux. Le stoïque ne se demande pas pourquoi lui, mais pourquoi. C'est la différence entre se répéter en tant que victime et se transformer en protagoniste. Analysons le processus avec froideur. Quand une barrière surgit, tu as deux options fonctionnelles. La première est le chemin réactif. Se plaindre, résister, chercher des coupables, user ton énergie sur ce que tu ne peux pas modifier. La seconde est l'approche stratégique. Analyser avec une brutalité honnête quelle partie de toi est mise au défi, quelles compétences tu dois développer, quelles croyances tu dois réviser. C'est un exercice de diagnostic constant. L'obstacle, vu ainsi, cesse d'être une punition et devient une carte. Il indique avec précision chirurgicale la zone exacte où tu dois travailler. Là se trouve le véritable pouvoir. Pas dans le résultat externe, mais dans la transformation interne qui se produit lorsque tu fais face à la limite et que tu la transcendes. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est l'entraîneur qui te prépare pour le niveau suivant. Beaucoup perdent ce point parce qu'ils sont obsédés par le résultat immédiat et oublient que la vie ne négocie pas avec l'impatience. L'urgence de le surmonter rapidement est souvent la cause de la répétition de l'erreur encore et encore. Manifester depuis la paix intérieure ne signifie pas absence de résistance. Cela signifie accepter que chaque résistance est une matière première pour ton évolution. L'obstacle a la fonction de briser ton arrogance, de t'apprendre l'humilité et la patience, de t'obliger à inventer de nouvelles solutions. Ce n'est que lorsque tu assumes cette responsabilité sans excuse que tu cesses d'être une victime du processus et que tu deviens l'architecte de ta propre croissance. Il n'y a pas de développement réel sans friction. Il n'y a pas de manifestation stable sans être passé auparavant par la forge de la difficulté. L'obstacle est le filtre qui sépare ceux qui désirent seulement de celui qui est vraiment prêt à soutenir le résultat. Chaque difficulté est une invitation à te réinventer. Cette phrase n'est pas un réconfort bon marché, c'est une instruction pratique. Si tu fuis l'obstacle, tu remets en question ton pouvoir. Si tu l'affrontes stratégiquement, tu multiplies tes ressources internes. Ainsi, ça fonctionne. Celui qui fait de chaque obstacle un maître transforme la résistance en capital émotionnel et la difficulté en opportunité. Il n'y a pas d'autre chemin. La véritable manifestation se produit lorsque tu cesses de négocier avec l'inconfort et que tu l'utilises comme tremplin.
Celui qui apprend à voir chaque trébuchement comme une leçon personnalisée grandit plus vite et vit plus léger. Obstacle, maître, transformation. Tel est le véritable cycle de l'avancement. 4. Ton bien-être ne dépend pas de l'extérieur. Tu traverses une avenue et tu sens la vibration du pavé sous tes pieds, la chaleur du soleil dans ta nuque, le bruit sourd des voitures qui passent à côté de toi. Tout cela est réel, physique, immédiat. Mais au fond, il y a un second scénario beaucoup plus déterminant, le tableau invisible où se joue ton bien-être. Tu peux être entouré de chaos, de klaxons, de regards hostiles ou indifférents, et pourtant ressentir qu'à l'intérieur, il y a un espace que personne d'autre ne peut fouler. Cet espace est ton centre de gravité émotionnelle. Il est privé, intouchable, et pourtant, la plupart des gens l'abandonnent, le laissent à la merci de n'importe quel événement, mot, résultat. C'est comme si les gens marchaient avec un récipient en verre dans les mains, suppliant de ne pas le laisser tomber, mais le confiant à des inconnus, à la prochaine nouvelle, au prochain commentaire. Il suffit d'un regard, d'une notification sur le téléphone, d'un petit changement de plan, pour que ce récipient tremble, se fissure ou se brise. Ainsi semble être le bien-être quand tu le déposes en dehors de toi. Observe les micro-réactions, le froncement de sourcils lorsque le trafic s'arrête, le geste de frustration en lisant un message qui ne répond pas à tes attentes, le profond soupir lorsque les choses ne se passent pas comme ton esprit l'avait calculé. Chaque fois que tu permets à l'extérieur de dicter ton état intérieur, tu deviens otage d'une réalité qui change à chaque seconde. Peu importe combien tu planifies bien, combien tu t'efforces, si ta paix dépend de ce qui se passe autour, tu es condamné à des montagnes russes émotionnelles sans frein. Le piège est subtil, mais dévastateur. Tu crois que le bien-être est une conséquence logique des circonstances, alors qu'en réalité, c'est une construction délibérée, presque artisanale, qui se renforce à chaque décision de ne pas livrer ton centre à ce que tu ne peux pas contrôler. Ta calme ne se négocie pas avec le monde extérieur. C'est la phrase que tu dois graver dans ta mémoire, car chaque fois que tu l'oublies, le vieux reflet de la dépendance émotionnelle revient avec plus de force. La culture actuelle te vend l'idée que le bonheur se trouve dans ce que tu accomplis, dans ce que tu obtiens, dans la validation que tu reçois. Mais si tu prends le temps de regarder en détail, tu verras que même ces accomplissements perdent rapidement de leur éclat si ta structure interne est faible. L'ascension que tu as célébrée hier, le compliment qui t'a remonté le moral, l'opportunité que tu as tant recherchée, tout cela est éphémère si tu n'as pas un axe inébranlable. Le véritable bien-être est ce muscle invisible qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement, chaque fois que tu décides d'observer ton émotion avant d'agir, chaque fois que tu te rappelles que ta valeur ne fluctue pas avec le climat environnant. Celui qui dépend du monde pour se sentir bien ne se repose jamais. C'est la deuxième phrase que tu dois tatouer dans ta mémoire. Avoir une autorité intérieure n'est pas de l'arrogance, c'est une hygiène mentale. C'est se lever chaque jour et décider, presque comme un acte de rébellion, que ta paix est une affaire qui te concerne, pas celle du trafic, ni de ton patron, ni du solde de ton compte. C'est résister à la tentation de construire des châteaux en l'air et au contraire, renforcer la base interne, la seule qui ne s'effondre pas quand le vent souffle fort. Chaque fois que quelque chose d'extérieur tente de te secouer, retourne dans cet espace privé, observe ta réaction sans jugement et décide depuis là de ta prochaine action. Cela ne te rend pas insensible, cela te rend souverain. La véritable manifestation naît de cette stabilité. Lorsque ton axe est ferme, tu peux traverser la tempête sans perdre le cap, tu peux désirer sans désespérer, tu peux agir sans te perdre dans l'anxiété du résultat. Regarde-toi dans ces petits gestes quotidiens. Lorsque quelqu'un t'interrompt et que tu choisis de ne pas t'engager, lorsqu'un plan change et que tu ne perds pas ton calme, lorsque l'approbation n'arrive pas et que ta dignité reste intacte. Ce sont là les véritables entraînements. C'est là que se forge la différence entre vivre à la dérive ou être capitaine de ton état intérieur. L'abondance commence lorsque tu comprends que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te définir.
Le reste n'est que bruit de fond. 5. Attendez avec patience stratégique. L'impatience n'est que de l'anxiété déguisée en stratégie. C'est le poison qui neutralise toute possibilité réelle de manifester quelque chose de grand dans votre vie. Il faut le dire clairement. La majorité ne échoue pas par manque de talent, mais parce qu'elle s'auto-sabote avec la précipitation, l'urgence, le désespoir de voir des résultats avant l'heure. Attendre n'est pas une faiblesse, c'est une discipline brutale. Mais voici le coup direct. Si vous n'êtes pas capable de soutenir l'espace entre votre action et le résultat, vous ne pourrez jamais soutenir le résultat lui-même lorsqu'il arrivera. Vous voulez l'abondance, le succès, le respect? Apprenez à attendre sans perdre la tête, sans permettre à l'anxiété de vous pousser à prendre des décisions médiocres, juste pour sentir que vous faites quelque chose. La patience stratégique n'est pas de la résignation. C'est une forme de pouvoir que peu maîtrisent parce que la plupart préfèrent le soulagement immédiat à la véritable construction. Vous êtes tellement programmé pour obtenir des réponses instantanées que vous oubliez que tout ce qui est solide nécessite un temps de maturation. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre des miracles, mais d'agir avec détermination et ensuite d'avoir la force nécessaire pour attendre le dénouement sans contaminer le processus avec vos insécurités. Chaque fois que vous vous retrouvez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, à voir si vos efforts ont déjà porté leurs fruits, rappelez-vous ceci. Ce comportement n'est pas de la productivité, c'est de la peur pure. La peur que le processus vous ignore, que la vie ne fonctionne pas selon votre agenda, que le résultat ne valide pas votre effort. Si vous laissez cette peur gouverner, vous devenez votre propre saboteur. Attendre avec patience stratégique est, en réalité, défier votre ego, l'affronter de front et lui dire qu'il n'a pas le contrôle absolu. Beaucoup se justifient en disant que la vie est courte et que le temps n'attend pas. Des excuses bon marché. Le temps n'est pas votre ennemi. Votre incapacité à supporter l'inconfort de l'attente l'est. Ceux qui réalisent quelque chose de valable le font parce qu'ils comprennent qu'il y a des cycles, des processus, des pauses nécessaires. Vous ne pouvez pas accélérer la maturation de quoi que ce soit d'important en forçant son rythme. L'impatience est le raccourci des insécurisés. La patience stratégique est l'art de continuer à affiner votre caractère pendant que le résultat se prépare hors de votre contrôle. Il ne s'agit pas de tenir résigné, mais d'utiliser cet intervalle pour peaufiner vos actions, réviser votre stratégie, renforcer votre mentalité et vous préparer à recevoir ce qui vient, quoi que ce soit. Voici la phrase emblématique. La précipitation est l'excuse préférée de ceux qui ne terminent jamais rien. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, il est temps de le briser maintenant. Attendre intelligemment n'est pas perdre du temps, c'est l'investir dans la seule partie du processus qui vous appartient, votre propre évolution. Chaque moment où vous choisissez de ne pas céder à la pression d'agir juste pour apaiser l'anxiété, vous accumulez une autorité intérieure. Cela a plus de poids que n'importe quel résultat extérieur. La patience stratégique est le filtre qui sépare ceux qui désirent seulement de ceux qui sont réellement prêts à recevoir. Attendez avec une mentalité de guerrier, pas de mendiant. Soutenez le vide sans désespérer. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne méritez pas ce qui vient ensuite. Ne confondez pas mouvement avec avancement. Ne confondez pas bruit avec progrès. Si vous voulez vraiment manifester quelque chose depuis la paix intérieure, pratiquez l'art inconfortable d'attendre stratégiquement, sans vous plaindre, sans chercher des raccourcis, sans perdre de vue ce que vous pouvez contrôler. C'est le véritable entraînement. Supporter le processus est plus difficile que désirer le résultat. Mais c'est la seule façon d'atteindre quelque chose qui en vaut la peine, intact, fort, et sans vous perdre en chemin. 6. Remercie avant de demander plus. Si tu n'es pas capable de remercier pour ce que tu as déjà, rien de ce que tu obtiendras par la suite ne te comblera. C'est la vérité que presque personne ne veut affronter. L'être humain moyen est conditionné à regarder d'abord ce qui manque, ce qu'il n'a pas accompli, ce qui est encore hors de sa portée.
C'est un schéma mental si ancré qu'il devient un filtre automatique. Tu vois la pénurie même au milieu de l'abondance. Tu te concentres sur l'absence plutôt que sur la présence. Tu te prépares à demander plus sans même avoir assimilé ce que la vie a déjà mis entre tes mains. Ce mécanisme interne est un piège silencieux qui sabote toute possibilité de manifester quelque chose d'authentiquement grand, car lorsque la gratitude n'est pas la base, tout ce que tu demandes se transforme en une extension de ton vide. Il n'y a pas de paix possible pour celui qui ne sait que demander, exiger, réclamer à la vie une facture qu'il ne finit jamais de payer. Et si tu es honnête avec toi-même, tu te rendras compte que souvent, tu cherches plus par inertie, non par besoin réel. Le désir est devenu presque une réaction automatique. À peine reçois-tu quelque chose, ton esprit calcule déjà le prochain objectif. Tu ne t'arrêtes même pas une seconde pour intégrer la valeur de ce que tu as obtenu, pour reconnaître combien tu as grandi, pour accepter qu'il y a des choses que tu as déjà et qui semblaient auparavant impossibles. Ce manque de gratitude authentique devient une fuite constante d'énergie, une dette émotionnelle qui ne se règle jamais. Celui qui vit ainsi veut toujours plus, mais ne se sent jamais suffisant. La gratitude est le seul antidote réel contre cette spirale d'insatisfaction. Remercier n'est pas un acte superficiel, ni une mode de développement personnel. C'est une décision psychologique profonde, une manière d'entraîner ton esprit à reconnaître l'abondance avant de te livrer à l'exigence. Il y a une gêne sourde dans l'acte de remercier sincèrement, car cela t'oblige à regarder ce que tu as, à cesser de justifier ton anxiété avec l'excuse de la pénurie. La gratitude te désarme, te laisse sans argument pour te victimiser, te pousse à accepter que même si ta vie n'est pas parfaite, tu as des ressources, des expériences, des relations, des apprentissages que d'autres donneraient n'importe quoi pour vivre. Cette reconnaissance brise le filtre de la rareté et te rend une clarté brutale. Ce n'est pas l'univers qui te doit plus, c'est toi qui dois t'apprendre à recevoir ce que tu as déjà sans le mépriser. Sans gratitude, rien ne suffit. Cette phrase doit être écrite dans ton esprit chaque fois que surgit l'impulsion de demander plus sans conscience. Le stoïcisme le dit clairement. L'abondance interne ne dépend pas de l'accumulation, mais de la capacité à apprécier. Remercier le petit, l'imparfait, le quotidien, est un entraînement de caractère bien plus difficile que n'importe quel accomplissement externe. Quand tu remercies vraiment, non pas par obligation mais par lucidité, ta relation avec le désir change. Tu demandes moins, mais tu reçois plus. Tu agis sans anxiété, car tu cesses de te sentir en déficit avec la vie. La gratitude est une force magnétique silencieuse. Plus tu reconnais et apprécies ce que tu as, plus de portes s'ouvrent. Celui qui remercie avant de demander manifeste depuis l'abondance, non depuis la pénurie. Prends la responsabilité de ta perception dès maintenant. Choisis de voir ce que tu as, même si ce n'est pas parfait, même s'il manque encore des choses. C'est le premier acte de pouvoir réel. La gratitude est le filtre qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Si tu n'entraînes pas ce regard, tout ce que tu obtiendras te semblera insuffisant et tu vivras perpétuellement insatisfait. Seul celui qui remercie est prêt à recevoir plus. C'est la vérité qui sépare ceux qui ne poursuivent que des désirs de ceux qui vivent réellement dans l'abondance. Ne demande pas plus sans d'abord honorer ce que tu as déjà. C'est la base de toute manifestation stable et profonde. 7. Maîtrisez vos émotions, dirigez votre vie. Vous marchez dans la rue et soudain, un inconnu vous pousse sans vous regarder. La réaction automatique monte comme un ressort, un geste d'agacement, peut-être une insulte mentale, la tension dans le corps prête à se défendre ou à attaquer. Cet instant, apparemment trivial, est le véritable terrain d'entraînement de vos émotions. Il ne s'agit pas seulement de la poussée, mais de tout le mécanisme interne qui se déclenche. L'interprétation du fait, le dialogue qui surgit dans votre tête, la décision de s'accrocher ou de laisser passer. Dans cette microseconde se résume votre relation avec les émotions. Soit elles vous gouvernent et vous entraînent,
Soit vous les identifiez et choisissez quoi en faire. La plupart des gens réagissent comme s'ils n'avaient pas le choix, comme si l'émotion était une réaction chimique inévitable. Mais la vérité est beaucoup plus inconfortable. Maîtriser les émotions ne signifie pas cesser de ressentir, c'est assumer la responsabilité totale de ce que vous faites avec ce que vous ressentez. Les émotions arrivent sans demander la permission, mais rester piégé dans elles est un choix. Tout commence par l'interprétation. Un même fait peut produire de la colère, de la tristesse ou de l'indifférence, selon le filtre mental avec lequel vous le regardez. Ce filtre se construit au fil des ans, mais il peut être démonté par l'entraînement. Vous n'êtes pas victime de vos états internes, vous êtes l'architecte de votre réponse. Si une émotion s'empare de votre journée, ce n'est pas parce qu'elle est plus forte que vous, mais parce que vous lui cédez le contrôle, sans vous en rendre compte. C'est ici qu'intervient l'analyse stratégique. Chaque fois qu'une émotion intense surgit, la première décision est de l'observer avec distance, de la nommer sans vous fusionner avec elle. Le simple acte de dire « c'est de la colère, c'est de l'anxiété, c'est de la peur » crée déjà une coupure entre le stimulus et la réaction. Cet espace est votre principal outil de pouvoir personnel. Si vous l'utilisez, vous reprenez le contrôle. Si vous l'ignorez, vous restez à la merci d'impulsions qui finissent par décider à votre place. Chaque émotion a une fonction. Le problème n'est pas de ressentir, mais de ne pas savoir à quoi sert ce que vous ressentez. La colère peut être un signal que quelque chose franchit vos limites, la tristesse peut vous montrer une perte que vous devez intégrer, l'anxiété peut vous alerter sur une zone d'incertitude. Si vous vous battez simplement avec l'émotion ou la réprimez, elle devient un poids invisible qui déforme vos actions futures. L'approche stoïque est radicalement différente. Elle utilise chaque émotion comme information, non comme condamnation. Lorsque vous prenez le temps d'analyser la racine émotionnelle de votre réponse, vous pouvez choisir quelle action est cohérente avec vos principes, pas seulement avec votre impulsion. C'est la différence entre vivre à la dérive et diriger votre vie avec autorité. Les conséquences de ne pas maîtriser vos émotions sont claires. Vous prenez des décisions depuis la réactivité, vous rompez des relations par fierté, vous sabotez des opportunités par peur, vous vous épuisez mentalement en restant accroché à des conflits que vous pourriez lâcher. Chaque fois que vous permettez à une émotion de décider à votre place, vous vous éloignez du résultat que vous voulez vraiment. L'autocontrôle n'est pas négation, c'est pure stratégie. Un esprit entraîné à s'observer n'a besoin de réprimer rien. Il décide simplement quand agir et quand laisser passer. Voici la phrase que vous devez retenir. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous décidez de faire avec cela. Si vous l'ancrez dans votre esprit, chaque émotion cesse d'être un ennemi et se transforme en un outil de gestion personnelle. Maîtriser les émotions est la base de toute manifestation réelle, car c'est seulement depuis le calme que vous pouvez répondre avec intelligence, voir des opportunités et maintenir vos objectifs sans que la peur ou la colère ne vous sabotent. Votre vie change lorsque vous cessez d'être otage de vos réactions et devenez le directeur de vos réponses. C'est l'objectif stoïque, ressentir tout mais choisir tout. Celui qui maîtrise ses émotions dirige sa vie. Le reste n'est que bruit. 8. Fais confiance au rythme de ton chemin. Parfois, je regarde mon propre processus avec un mélange de honte et de lucidité brutale. Je me surprends à comparer mon rythme à celui des autres. Je me vois jeter un coup d'œil furtif aux réussites des autres, aux dates auxquelles d'autres obtiennent ce que je désire, aux annonces de triomphe qui apparaissent sur les réseaux, comme si ce calendrier externe avait autorité sur le mien. Et je ressens la pression dans la poitrine, le nœud dans la mâchoire, la respiration qui se raccourcit involontairement. C'est une gêne que tu ne peux pas dissimuler. Elle traverse ta posture, la façon dont tu marches plus vite, en croyant ainsi te rapprocher du résultat, dans le geste de serrer les dents à l'intérieur, lorsque la vie semble avancer plus lentement que prévu. Et là, dans ce minimum d'intervalle entre l'impatience et la résignation, je réalise à quel point il est facile de me trahir,
À quel point il est facile de me méfier de mon propre chemin, juste parce qu'il ne se synchronise pas avec les applaudissements extérieurs. C'est inconfortable de l'admettre, mais l'anxiété d'accélérer les processus est, au fond, un manque de foi en soi. Tu peux remarquer les symptômes dans le quotidien, l'impulsion de vérifier encore et encore le téléphone en attendant de bonnes nouvelles. La tendance à comparer tes progrès avec ceux de quelqu'un que tu ne connais même pas vraiment. L'habitude de sous-estimer tes petits avancements juste parce qu'ils ne semblent pas spectaculaires. L'impatience s'immisce dans ton corps comme une tension sourde. Épaules rigides, regard inquiet, mains qui cherchent à occuper le temps avec n'importe quelle distraction. C'est comme si tu croyais qu'en accélérant le pas, tu peux forcer la vie à respecter tes délais, sans réaliser que tout ce qui est forcé finit par souffrir. Le résultat est une insatisfaction chronique, une sorte de dette émotionnelle qui ne se règle jamais parce que la barre de mesure se déplace toujours un peu plus loin. Celui qui se méfie de son processus ne se repose jamais. C'est une vérité inconfortable, mais réelle. Il y a un apprentissage silencieux à accepter le rythme particulier de ton chemin. Il ne s'agit pas de se rendre ni de justifier la paresse, mais de comprendre que chaque processus a un temps de maturation qui ne peut pas être négocié. La croissance authentique ne se produit pas en ligne droite ni sous pression externe. Elle se manifeste dans les intervalles les moins glamoureux, dans les jours répétitifs où il semble que rien ne change, dans les espaces où le doute et le calme partagent la même pièce. Si tu t'obsèdes avec le résultat immédiat, tu perds la transformation qui se produit dans l'invisible. La patience forge le caractère. L'attente nettoie les attentes. Le temps affine tes intentions. Il est facile d'admirer le succès des autres lorsque tu ne vois que la surface, mais personne ne montre les années de travail silencieux, les nuits où la seule compagnie est l'incertitude, les moments où tout semble stagner et pourtant tu choisis de continuer, même si c'est un pas lent. C'est là que se mesure la confiance réelle. Le stoïcisme le présente sans fioriture. Fais confiance au processus, pas à la promesse. Tu ne peux pas manipuler les cycles naturels, ni appuyer sur un bouton pour accélérer le destin. Ce que tu peux et dois faire, c'est agir chaque jour avec intégrité, garder le focus sur ce qui dépend de toi, puis lâcher prise sur le rythme avec lequel la vie répond. C'est la pratique la plus difficile et la plus libératrice. Parce que lorsque tu cesses de te battre contre le temps, tu récupères de l'énergie pour peaufiner tes actions, pour renforcer ta structure interne, pour profiter de ce qui est déjà en mouvement, même si ce n'est pas encore visible. Fais confiance à ton rythme, pas à la pression externe. Cette phrase doit être répétée chaque fois que l'anxiété pousse de l'intérieur. La confiance réelle est une discipline, pas une émotion passagère. Elle se cultive chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la précipitation, lorsque tu acceptes que ton chemin a son propre calendrier et que cela ne te rend pas moins précieux. Au contraire, cela te donne de la solidité. L'abondance n'arrive pas d'abord à celui qui court le plus, mais à celui qui soutient le processus avec foi et cohérence. Le rythme de ta vie n'a pas à ressembler à celui de quiconque. Respecte-le. Lorsque tu fais confiance, le processus cesse d'être une torture et devient un entraînement silencieux de force. Le résultat finit par arriver, mais tu es déjà quelqu'un de différent avant de le recevoir. Ce n'est pas un hasard si la première voix que tu entends chaque matin est la tienne. À cet instant, juste avant que le monde ne t'entraîne avec ses exigences et ses urgences, ton esprit est ouvert, vulnérable et prêt à absorber tout ce que tu lui donnes. Ce que tu choisis de te dire dans ces premières minutes n'est pas seulement un rituel sympathique d'auto-assistance, c'est un acte de défense psychologique, d'entraînement mental et de discipline émotionnelle. Si tu commences la journée en répétant des idées de défaite, d'insuffisance ou d'anxiété, ce sera la base sur laquelle se construiront le reste de tes décisions. Personne d'autre ne fera ce travail intérieur pour toi. Personne ne te sauvera de tes propres pensées. La réalité est claire. Ce que tu te dis le matin peut être le poids qui te tire vers le bas ou l'élan qui te soulève. Les stoïciens le savaient,
Et c'est pourquoi ils entraînaient leur esprit comme on entraîne un muscle, avec intention, avec rigueur, sans concession à la paresse mentale. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Cette phrase n'est pas seulement une sagesse des livres anciens, c'est un mécanisme de survie mentale. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 affirmations, dures et directes, qui peuvent changer la façon dont tu filtres la vie. Nous ne sommes pas ici pour adoucir la réalité, ni pour nier le choc des difficultés, mais pour apprendre à répondre avec force, avec présence et sans auto-illusion. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta première pensée. C'est là que commence la véritable transformation. 1. Choisis ta première pensée du jour. La plupart des gens commencent la journée en mode automatique, laissant leur esprit être dicté par la première pensée qui apparaît, comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est la dure vérité. Chaque matin, tu te lèves et tu laisses ta première pensée être dictée par la fatigue, par une préoccupation, par une dette émotionnelle que tu ne reconnais même pas. Ainsi, tu as déjà perdu le premier round de la journée avant même de te laver le visage. C'est le mécanisme qui te maintient attaché à de vieilles versions de toi-même. Car si tu ne choisis pas ta première pensée, d'autres le feront pour toi. Tes peurs, tes vieilles habitudes, tes insécurités, l'opinion de quelqu'un qui ne te respecte même pas. Ce n'est pas un détail mineur, c'est là que commence la fracture de ton caractère ou sa reconstruction. Et si tu décides de continuer avec l'excuse de « c'est comme ça que je suis » ou « c'est comme ça que je me suis réveillé toute ma vie », alors assume que ta vie restera la même, car il n'y a pas de changement réel sans inconfort initial. Arrête d'attendre que la motivation apparaisse toute seule. Personne ne se réveille motivé tous les jours, mais tu peux te réveiller avec détermination. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à lire et à admirer, c'est un entraînement mental et émotionnel qui commence à cet instant silencieux avant toute distraction externe. Choisir ta première pensée du jour n'est pas une tâche mineure, c'est le premier acte de souveraineté sur ton propre esprit. Marc Aurèle le savait, la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Si tu ouvres les yeux et que la première chose que tu te dis est « encore la même chose, je ne vais pas y arriver, quelle fatigue », alors ce filtre déforme tout ce qui suit. C'est comme si tu programmais ton système d'exploitation pour l'échec avant même d'essayer. Vas-tu vraiment continuer à donner ce pouvoir à l'inertie mentale? La personne qui prend les rênes est celle qui se regarde en face et décide « Aujourd'hui, je vais semer une idée différente. » Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Chaque jour est un investissement ou une dette, et le solde, c'est toi qui le paies. La neuroscience le confirme, répéter des schémas négatifs renforce les voies neuronales de l'anxiété et de la résignation. Mais si tu choisis consciemment ta première pensée, même si cela te coûte au début, tu commences à tailler un nouveau chemin. Je ne parle pas de magie, je parle de travail réel. Personne ne va te sauver de tes propres automatismes. Si tu n'es pas prêt à faire cet effort initial, alors accepte que le reste de la journée sera une répétition de ce que tu connais déjà. Choisis une affirmation qui te défie et te sorte de la léthargie. Aujourd'hui, je choisis ma réponse. N'attends pas de te sentir prêt, car c'est un autre piège mental. Rends-le inconfortable. Rends-le inconfortable jusqu'à ce que l'inconfort devienne une habitude. C'est la porte d'entrée vers toute transformation réelle. Si tu ne prends pas le contrôle de ta première pensée, ton esprit continuera d'être un territoire occupé. Et ce que tu ne gouvernes pas, te gouverne. 2. Ta réponse définit ton cap quotidien. Tu te réveilles et à peine ouvres-tu les yeux, tu as déjà un petit dilemme entre les mains. Le réveil sonne, la chambre est encore dans l'obscurité et pendant un instant, il n'y a que toi et l'envie de remettre à plus tard le début de la journée. Le corps cherche le confort, l'esprit veut négocier 5 minutes de plus et c'est là que se présente le premier véritable carrefour. Ce n'est pas un détail insignifiant. C'est le premier moment où la réponse que tu choisis définit la direction de ce qui suit. Te lèves-tu avec détermination ou cèdes-tu au pilote automatique? Ce choix, si quotidien qu'il semble trivial,
est en réalité ta première déclaration d'intention au monde et surtout à toi-même. Personne d'autre n'entend ce dialogue, mais c'est là que commence à se façonner le caractère ou à se perpétuer l'inertie habituelle. Ce que nous ne reconnaissons souvent pas, c'est que nous ne sommes pas responsables de tout ce que nous pensons, mais nous le sommes de la façon dont nous répondons à ces pensées. L'habitude est de se plaindre mentalement, d'anticiper le pire, ou de se laisser entraîner par la sensation que la journée a déjà commencé en pente. C'est un vieux réflexe, une habitude que tu as apprise et répétée jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Mais chaque matin, ce mécanisme peut être interrompu si tu choisis de répondre différemment, même si au début, cela te semble inconfortable et même forcé. Répondre n'est pas la même chose que réagir. La réaction est automatique, la réponse est choisie. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de feindre l'enthousiasme, ni de nier la difficulté, mais de se rappeler que ta première décision authentique de la journée est interne, silencieuse, mais a un poids énorme. Lorsque tu reconnais que tu as ce pouvoir, même s'il ne s'agit que d'une petite réponse initiale, quelque chose bouge en toi. Nous ne parlons pas de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais de choisir ton attitude face à ce que tu dois vivre aujourd'hui. Ce que tu répètes devient ton reflet. Si chaque matin tu te permets d'affirmer, même avec une voix tremblante, « Je choisis ma réponse », tu commences à affaiblir les chaînes de l'habitude et à renforcer la musculature mentale qui te permet de résister à la pression de la vie quotidienne. Répondre de manière consciente est un acte de responsabilité envers toi-même, c'est te dire « Je ne suis pas l'otage de mes impulsions, ni de mes pensées automatiques ». Dans cet espace bref, entre stimulus et réponse, se joue bien plus que l'humeur du jour, se joue ta liberté. Accepter que ta réponse définit ton cap, c'est abandonner le confort de la victime et assumer l'inconfort de l'autonomie. La vie va toujours apporter des défis, du découragement, des nouvelles inattendues, voire des déceptions. Mais la réponse que tu choisis face à chacun de ces moments est ce qui, au final, additionne ou soustrait à ton intégrité personnelle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, ni de te tromper avec un optimisme superficiel. C'est un travail réel, et c'est aussi un engagement quotidien. Ta réponse t'appartient, et personne ne peut te ravir cet acte de souveraineté intérieure. Celui qui apprend à répondre, apprend à diriger sa journée. La réponse est le gouvernail de ta vie. Ne laisse pas l'automatique décider pour toi. 3. Trouver l'opportunité dans l'inconfort. Je vais te confesser quelque chose qui ne sonne sûrement pas bien à admettre en public. Souvent, face à l'inconfort, la première chose que je fais est de chercher comment m'échapper. Peu importe s'il s'agit d'une conversation difficile, d'une erreur exposée ou de la sensation physique de fatigue. La réaction initiale est d'essayer de l'esquiver, de chercher une distraction, d'inventer une justification pour retarder la rencontre avec cet inconfort. Mais si l'on prend le temps d'analyser, cet élan de fuite a un prix. Chaque fois que je choisis d'éviter l'inconfort, je renforce un mécanisme mental qui donne plus de pouvoir à l'inconfort lors de la prochaine occasion. C'est comme si, au lieu de résoudre une dette interne, tu la refinançais chaque jour et que les intérêts devenaient de plus en plus élevés. Le résultat, ta tolérance à la frustration s'affaiblit. Ta capacité à t'adapter se réduit et, sans t'en rendre compte, tu deviens otage de n'importe quelle circonstance défavorable. Ce n'est pas une question de pure volonté, c'est un schéma qui se consolide au niveau neuronal. Un chemin rapide que ton cerveau préfère parce qu'il économise de l'énergie, mais à long terme, cela te rend plus faible face à n'importe quel défi. Si nous le décomposons, l'inconfort est un signal, pas une punition. C'est la notification interne que tu sors d'un mode automatique, que quelque chose est sur le point de bouger ou de se briser dans tes vieilles habitudes. Si tu ne le vois que comme un obstacle, tu perds le message qu'il apporte. Chaque fois que tu fais face à l'inconfort et choisis de ne pas fuir, tu entraînes une partie de toi que tu n'utilises presque jamais.
La croissance n'est pas un cadeau, c'est le résultat de t'exposer délibérément à l'inconfort et de rester là suffisamment longtemps pour que ton esprit et tes émotions s'adaptent. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie sans douleur, ni dégagé de difficultés. Ce qu'il offre, c'est une manière de réinterpréter ce malaise. Marc Aurèle n'a pas écrit depuis le confort, mais depuis la pression quotidienne de gouverner un empire et de faire face à l'incertitude constante. La phrase « c'est ici que se trouve la croissance » n'est pas une fantaisie motivationnelle, c'est une stratégie. Si tu associes ton moment de plus grand inconfort à l'opportunité de te renforcer, tu transformes le sens même de l'expérience. Ce que tu évites par peur finit par grandir en silence. Ce que tu affrontes avec courage devient une ressource. La neuroscience le confirme. Chaque fois que tu choisis de rester et de répondre de manière consciente face à l'inconfort, ton cerveau crée de nouvelles connexions qui rendent plus facile la répétition de ce comportement à l'avenir. Mais maintenir cet engagement nécessite de se rappeler chaque matin que l'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le terrain où tu sèmes des capacités. La plupart des gens veulent s'améliorer, mais presque personne ne veut être inconfortable. Accepte cela. La croissance se paie en inconfort. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, ne te trompe pas en espérant des résultats différents. Le muscle de la résilience s'entraîne sur un sol difficile. C'est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui ne désirent que. Chaque fois que tu choisis de rester un peu plus dans cette zone où ce n'est plus toi qui commande, mais l'inconfort, tu envoies à ton esprit le message le plus puissant. C'est ici que je me renforce. C'est ici que je grandis. 4. Prends en compte ce qui se passe ici et maintenant. Il y a des moments où l'esprit ressemble à une salle d'attente mal éclairée. Des horloges qui avancent sans hâte, des murmures de souvenirs qui entrent et sortent par la porte entrebâillée, des yeux qui cherchent à se distraire de tout, sauf de ce qui se passe à cet instant précis. Le présent ne crie jamais, il chuchote à peine, et il a tendance à rester en arrière-plan pendant que l'attention se tourne vers les tâches que tu n'as pas accomplies hier ou vers les craintes de ce qui pourrait se passer demain. Mais le seul endroit où tu peux déplacer une seule pièce de ta vie est ici, sur ce plateau qui se déploie sous tes pieds en ce moment même. La plupart des gens vivent la journée comme s'ils n'étaient que des spectateurs de leur propre passage. Ils regardent leur téléphone pendant que le café refroidit, passent en revue mentalement la discussion de la nuit précédente en se brossant les dents, ressentent le pouls accéléré par des tâches futures pendant que le présent se dissout, invisible. Arrête-toi une seconde. Observe tes mains. Sens le poids de ta respiration dans ta poitrine. Le corps est ici, mais l'esprit s'échappe encore et encore. Prendre le contrôle du moment nécessite une décision inconfortable. Cesser de chercher refuge dans le passé ou le futur et prêter attention, avec toute l'attention possible, à ce qui se passe à cette seconde précise. Ce n'est pas un acte grandiloquent, c'est un geste petit, presque imperceptible, mais radical. Le stoïcisme le traduit par une affirmation simple et brutale. Aujourd'hui est ce qui compte le plus. Non pas parce que le passé est sans importance ou que l'avenir n'a pas de valeur, mais parce que c'est seulement dans ce fragment de temps que tu peux intervenir dans quelque chose de réel. Marc Aurèle écrivait ses méditations au milieu du bruit de l'Empire, s'accrochant à la discipline de ramener son esprit au maintenant, encore et encore, comme quelqu'un qui entraîne un muscle qui résiste. Rien ne change si ton esprit continue de fuir vers le prochain problème, ou s'il reste bloqué dans l'inventaire des vieux échecs. L'habitude de revenir au présent est l'une des formes les plus puissantes d'émancipation mentale. La présence est pouvoir, et celui qui la conquiert, même pour quelques secondes, commence à gouverner sa journée. Dans le quotidien, cela signifie remarquer la pression de tes pieds sur le sol en te levant, écouter le son de l'eau en te lavant le visage, sentir le tremblement initial de tes pensées sans les juger ni essayer de les modifier immédiatement. C'est ici que s'exerce l'art d'attendre. Ne te disperse pas avec des excuses ni avec le vertige de ce qui reste à faire. Si tu t'entraînes à revenir au moment,
Encore et encore, tu crées l'espace mental où les affirmations prennent réellement racine. Tu ne peux pas semer une nouvelle idée dans un terrain que ton esprit abandonne toutes les 5 secondes. Seul le présent est un terrain fertile. Le reste n'est qu'un paysage de fond. Si tu ignores cela, ta journée ne sera qu'une somme d'absence. Choisir de prêter attention à ce qui se passe ici et maintenant, c'est résister à l'inertie de la distraction. C'est affirmer « aujourd'hui, ici, aujourd'hui, maintenant, c'est là que je me transforme ». Personne ne peut le faire à ta place. 5. Reconnaissez votre valeur sans conditions externes. Personne ne doit vous valider pour que vous soyez précieux. C'est la vérité inconfortable que presque personne n'ose regarder en face. Si vous passez votre vie à supplier l'approbation des autres, vous cédez votre dignité par petites doses, vous devenez esclave des attentes d'autrui et vous vous condamnez à vivre comme une version diminuée de vous-même. Réalisez-vous le prix que vous payez chaque fois que votre valeur dépend d'un like, d'un regard, d'un commentaire, d'un résultat externe? Chaque fois que vous attendez le signal que vous êtes enfin suffisant, vous vous enchaînez à un mensonge qui ne fait qu'alimenter votre insécurité. Peu importe combien de réussites vous accumulez, combien d'applaudissements vous obtenez, si votre valeur est négociable selon l'humeur des autres, vous resterez vulnérable à tout mépris, à tout oubli, à toute critique. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Ce qui dépend de vous, c'est votre jugement sur vous-même, pas l'applaudissement ni le rejet venant de l'extérieur. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'une personne est déterminée par ce qu'elle se donne à elle-même, pas par ce qu'elle reçoit de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas le courage de vous soutenir lorsque personne ne vous applaudit, alors vous n'avez pas de caractère, juste un masque qui s'adapte à ce qui est opportun. Ne vous trompez pas, la validation externe est addictive et semblera toujours plus facile que de construire votre propre estime de soi à partir de zéro. Mais ce chemin vous vide, vous laisse à la merci de tout vent contraire. L'affirmation « je suis suffisant » n'est pas une phrase de développement personnel à répéter comme un perroquet. C'est un acte de rébellion contre la culture de la comparaison, l'exigence impossible et le piège de se sentir inférieur pour ne pas correspondre à des normes extérieures. Vous êtes suffisant, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que la dignité repose sur vos actions, sur vos valeurs, sur la capacité de regarder votre propre reflet et de reconnaître ce que vous valez même lorsque personne ne le voit. Si chaque matin vous permettez qu'une variable externe définisse votre estime de soi, vous vous condamnez à vivre dans un va-et-vient constant d'anxiété et de dépendance. Débarrassez-vous de ce fardeau. Cessez d'hypothéquer votre paix pour l'approbation de ceux qui ne connaissent pas vos combats. La neuroscience ne ment pas. Répéter l'idée que vous avez besoin de validation pour vous sentir précieux renforce les réseaux neuronaux de dépendance et de peur du rejet. Si aujourd'hui vous osez vous affirmer, même si la voix intérieure tremble, vous commencez à réécrire ce circuit. N'attendez pas que le monde vous reconnaisse. Reconnaissez d'abord votre propre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. La véritable estime de soi se construit dans le silence, dans les moments où personne ne regarde et où vous choisissez de ne pas céder à l'auto-attaque, au mépris ou à l'auto-apitoiement. Assez d'excuses. Votre valeur n'est pas négociable. Cessez de mendier reconnaissance. C'est une dette que vous n'avez pas besoin de porter. Si vous voulez vivre avec dignité, commencez par vous respecter avant quiconque. Le reste est accessoire. 6. Laisse aller ce que tu ne peux pas influencer. La vérité est celle-ci. La plupart des choses qui te volent la paix chaque jour sont hors de ta portée. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu cesseras de te fatiguer dans des guerres mentales impossibles à gagner. Il y a une partie de ton esprit qui insiste à croire que si tu t'inquiètes suffisamment, si tu y penses encore une fois, si tu analyses jusqu'à l'épuisement, tu pourras tordre la réalité à ta guise. Ce mécanisme est traître, il te convainc que t'inquiéter est la même chose que t'occuper, que penser sans relâche équivaut à résoudre, alors qu'en réalité, cela te confine dans une cage invisible d'impuissance et de frustration.
Le besoin de contrôle est un piège subtil, construit sur la peur, peur de l'incertitude, peur du rejet, peur de perdre ce peu que tu crois avoir sécurisé. Et plus tu essaies de serrer le poing sur ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, l'avenir incertain, les résultats d'autrui, plus la sérénité s'échappe entre tes doigts. Le prix est élevé, anxiété constante, énergie perdue, une fatigue qui ne s'en va pas même avec des heures de sommeil. L'esprit se remplit de scénarios qui ne se produisent jamais, de dialogues imaginaires, de solutions pour des problèmes qui n'existent même pas encore. C'est ainsi que tu te détournes de ce que tu peux réellement influencer et que tu finis par hypothéquer ta tranquillité pour un contrôle qui n'a jamais été le tien. Ce n'est pas facile de lâcher prise, je le sais. Même maintenant, en le disant, je ressens l'impulsion de résister, d'argumenter que cette fois, je peux vraiment le changer, de croire que si je pense un peu plus, tout va s'imbriquer. Mais chaque fois que je m'accroche, je n'arrive qu'à augmenter le poids sur mes épaules. Reconnaître les limites n'est pas de la résignation, c'est un acte de brutale honnêteté envers soi-même. Il y a des choses qui t'affectent, mais qui ne t'appartiennent pas. Il y a des batailles qui ne te concernent pas. L'art est de distinguer la limite. Jusqu'ici va ma responsabilité, à partir d'ici, je lâche ce que je ne contrôle pas. Les enseignements stoïciens martèlent cette idée encore et encore. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, tes actions, ton jugement. Le reste, même si cela fait mal, il faut le laisser aller. Insister pour contrôler l'incontrôlable est une dette émotionnelle qui se paie en tranches d'anxiété. L'affirmation « je lâche le contrôle » n'est pas une reddition, c'est la plus haute expression de la sagesse pratique. C'est le rappel que ton énergie est finie et mérite d'être investie uniquement là où elle fait la différence. Lorsque tu parviens à lâcher prise, même d'un millimètre, tu récupères de l'espace mental pour mieux répondre à ce qui compte vraiment. Lâcher prise ne signifie pas ignorer. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est et choisir où tu as le pouvoir d'agir. C'est le fondement de la paix intérieure. Laisse aller ce qui ne dépend pas de toi. Cette phrase n'est pas un réconfort bon marché, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Tant que tu ne l'intériorises pas, tu resteras otage de chaque variable extérieure. Souviens-toi de cela. Ta liberté commence là où s'arrête l'obsession de contrôler. 7. Répète pour transformer ton esprit. Tu vas aux toilettes et tu te regardes dans le miroir pendant que l'eau coule dans le lavabo. À peine quelques minutes se sont écoulées depuis que tu as ouvert les yeux et tu peux déjà sentir la pression silencieuse des pensées automatiques. Les tâches accumulées, la fatigue qui ne s'est pas dissipée, le doute sur ta capacité à être à la hauteur aujourd'hui. C'est le scénario le plus courant, pas besoin de l'embellir. Nous, tous, à des degrés divers, évoluons dans ce circuit répétitif d'idées qui se réactive chaque matin avant que nous prenions une décision consciente. C'est ici que commence le véritable travail mental, car ce que tu dis ou ce que tu gardes pour toi à cet instant devient la graine de ce que tu vas récolter durant la journée. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu penses, mais de ce que tu répètes. L'esprit apprend par répétition, pas par inspiration momentanée. Si chaque matin tu te répètes la même chose que la veille, les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes phrases de frustration, tu renforces un circuit neuronal qui fait que ta réaction automatique est toujours de revenir au point de départ. Et ce point, si tu ne le choisis pas, tu l'hérites de ta version la plus faible. En décomposant la mécanique, ce que tu répètes est ce que ton esprit finit par croire, même si au début tu ne le ressens pas comme authentique. C'est le pouvoir brutal de la répétition. Elle transforme le doute en certitude, la peur en habitude, la résignation en une sorte de refuge mental. Mais il en va de même à l'envers. Lorsque tu choisis de faire de 5 affirmations ton encre quotidienne, tu ne joues pas à l'optimisme naïf, mais tu installes un nouveau système d'exploitation. Les affirmations ne sont pas des sorts ni des placebos. Ce sont des instructions directes au cerveau qui, par pure insistance, commencent à façonner de nouvelles routes. Le processus est inconfortable,
car l'esprit va toujours préférer le chemin déjà emprunté. Mais la neuroscience est claire. Ce que tu répètes avec intention déplace, peu à peu, ce qui semblait auparavant inévitable. C'est ainsi que fonctionne la reprogrammation mentale. Cela ne dépend pas de te sentir motivé, mais de t'engager dans une pratique quotidienne, même lorsque tout ton corps et ton dialogue intérieur te demandent de revenir en arrière. Les conséquences de ne pas le faire sont évidentes. Tu vis séquestré par des schémas que tu n'as même pas choisis. Tu répètes des réactions qui t'ont déjà coûté cher, et tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais si tu décides d'installer un nouveau discours intérieur, en choisissant chaque jour des affirmations qui renforcent ton pouvoir, ta présence et ton autonomie, alors le circuit commence à se fracturer. Ce que tu répètes te façonne. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a une stratégie. Décide quelles seront les 5 phrases qui vont occuper cet espace fertile du matin, insiste sur elles même si elles semblent vides au début, et observe comment, avec le temps, tes réponses face à la vie cessent d'être les mêmes. Le véritable changement ne se produit pas en un seul acte héroïque, mais dans la constance silencieuse de ce que tu choisis de répéter quand personne ne te voit. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Répète pour transformer ton esprit. C'est ce qui différencie celui qui se résigne de celui qui se réinvente. 8. Parle-toi comme un allié. Je vais être brutalement honnête. Pendant longtemps, mon dialogue intérieur ressemblait plus à une tranchée hostile qu'à un espace sûr. Je me réveillais, et avant même de sortir du lit, je recevais déjà des instructions d'une voix intérieure qui ne pardonnait aucune erreur, qui passait en revue chaque défaut avec la précision d'un chirurgien, et qui, si je commettais la moindre faute, en faisait une sentence. Personne ne le remarquait. Mais pendant que je me lavais le visage ou que je m'habillais, cette voix était capable de me charger d'un poids invisible qui déformait tout ce que je voyais à l'extérieur. C'était comme avancer chaque matin avec un sac à dos rempli de pierres que j'avais moi-même mises là, juste par habitude. Et le plus absurde, c'est que je ne réalisais pas que ce traitement implacable n'était pas une sorte de discipline, mais une forme de sabotage silencieux. Cela devient presque un réflexe automatique. Tu te trompes et tu t'appelles maladroit. Tu ressens de la peur et tu te reproches de ne pas être plus fort. Tu as un doute et tu t'accuses d'insécurité. Ainsi, sans t'en rendre compte, chaque phrase intérieure devient une graine de méfiance qui fleurit au cours de la journée. Observer ce mécanisme, avec tous ses détails, est inconfortable. Ce n'est pas facile d'admettre que souvent tu es ton propre ennemi, que le pire juge n'est pas les gens là dehors, mais cette voix qui ne se repose jamais et qui semble prendre plaisir à énumérer tes manques. Il y a de petits gestes qui le trahissent, le froncement de sourcils devant le téléphone après avoir lu un message, la respiration contenue quand tu doutes de faire ce qu'il faut, la mâchoire serrée quand tu te rappelles une ancienne erreur. Ces signaux physiques sont la preuve d'une conversation interne qui, si tu ne la corriges pas, te vole de l'énergie vitale avant même que la journée ait commencé. Et la vérité, c'est que personne ne va arrêter ce cycle pour toi. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes ni de promettre que demain tu seras plus gentil avec toi. Il faut un acte délibéré de conscience. Tu dois commencer à te parler comme un allié, pas comme un procureur. Il ne s'agit pas de te mentir, ni d'inventer une version parfaite de toi-même, mais d'entraîner l'habitude de te dire des mots qui ajoutent, pas qui soustraient. Te parler comme un allié signifie reconnaître les erreurs sans condamnation, te pousser à t'améliorer sans mépris, te rappeler tes capacités même si la voix automatique insiste sur le contraire. Tu ne peux pas attendre que la confiance apparaisse si le discours que tu répètes chaque jour est celui du châtiment. La neuroscience montre que chaque fois que tu choisis consciemment des mots de soutien et non d'attaque, ton cerveau reconfigure ses connexions, affaiblit les circuits de l'auto-attaque et renforce ceux de la résilience. Chaque phrase bienveillante et réaliste que tu te dédies est une brique dans la construction de ta force mentale. Regarde-toi dans le miroir et observe tes gestes. Ce que tu te dis là t'aiderait-il à résister à une journée difficile ou te prépare-t-il simplement à trébucher à nouveau?
Les mots que tu choisis sont les outils avec lesquels tu élèves ou détruis ton propre moral. Fais de ton dialogue intérieur un refuge où tu peux te reposer, même si le monde extérieur est un terrain hostile. Ce que tu te répètes en privé forge ton caractère en public. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que la vieille voix de la critique apparaîtra, remplace-la par celle d'un allié. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de survie. Te parler comme un allié, c'est cesser d'être ton propre obstacle et commencer à être ta plus grande ressource. 9. Ne nie pas la douleur, dirige ta réaction. Il y a des douleurs qui ne se laissent pas ignorer, comme un impôt émotionnel que la vie te prélève chaque fois que tu essaies de faire comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de souffrance poétique ni de peine décorative. Je parle de ce poids sourd qui t'écrase la poitrine dès que tu fais face à une perte, une trahison ou un échec qui ne s'efface pas avec des phrases toutes faites. Et c'est ici que la plupart échouent avant même d'essayer de lutter. Car le premier réflexe est de dissimuler, d'embellir ou de fuir cette douleur, comme si la cacher derrière un sourire ou se distraire allait l'éliminer. Mais il n'y a pas d'auto-illusion qui dure assez longtemps. Ce que tu nies te ronge de l'intérieur, et ce que tu réprimes finit par gouverner chaque réaction, chaque mot, chaque silence gênant dont tu ne comprends pas d'où il vient. Ne pas reconnaître la douleur ne te rend pas fort, cela te rend aveugle, et l'aveuglement émotionnel est la recette parfaite pour répéter toutes tes erreurs. Enlève le masque de l'indifférence. Personne ne devient plus courageux en faisant semblant que ça ne fait pas mal. Le stoïcisme ne te demande pas d'être une roche insensible, mais d'apprendre à regarder la douleur en face et de cesser de la traîner comme une chaîne invisible toute la journée. La souffrance ne va pas s'évaporer parce que tu dis que ce n'est pas si grave. Tu n'es pas un héros en ingérant ce qui te fait mal, tu es un otage de ce mécanisme chaque fois que tu le caches. Ce qui fait mal, et le nier ne fait que le transformer en un ennemi plus fort, plus rusé, plus capable de te saboter quand tu t'y attends le moins. La douleur que tu ignores te gouverne. C'est la vérité brutale. Si tu continues à fuir, tu te condamnes à répéter le cycle. Tu anesthésies la douleur aujourd'hui et demain elle revient avec plus de force, car la seule chose que tu as entraînée, c'est l'évasion. Maintenant, voici le tournant important. Ressentir la douleur n'est pas la même chose que de se rendre à elle. Le stoïcisme exige de toi quelque chose de bien plus difficile que de nier ou de dramatiser. Il te demande de diriger ta réaction, d'utiliser cette inconfortabilité comme carburant et non comme excuse. Vas-tu vraiment continuer à utiliser la douleur comme prétexte pour justifier tes pires réponses ? Combien de temps vas-tu laisser une déception d'hier diriger ton attitude d'aujourd'hui ? C'est la partie inconfortable que personne ne veut entendre. La douleur est inévitable, mais ta réaction t'appartient et seulement à toi. Tu peux laisser cela te transformer en une version plus amère et réactive, ou tu peux décider ici et maintenant que tu vas répondre avec intégrité, avec sang-froid, avec un minimum de respect pour ta propre capacité de résilience. Ne contrôle pas la douleur, contrôle ta réponse. Cette phrase devrait être gravée à la porte de ton esprit chaque matin. La neuroscience le montre avec la même froideur. Quand tu décides d'affronter la douleur, de la reconnaître, de la nommer, puis de choisir consciemment ta réaction, tu crées de nouvelles voies neuronales qui te préparent à résister au prochain coup, au lieu que chaque blessure soit plus profonde que la précédente. Mais si tu préfères le chemin de la négation, tu renforces seulement le réseau de la peur et de l'évasion. Deviens adulte émotionnellement, une bonne fois pour toutes. Accepte la douleur, mais ne te mets pas à genoux devant elle. Utiliser la douleur comme excuse est la sortie facile, mais dirige ta réaction et tu verras comment chaque coup se transforme en leçon, pas en condamnation. Ici, il n'y a pas de place pour les auto-illusions. La douleur n'est pas négociable, ta réaction l'est. 10. Engage-toi chaque matin pour ton changement. Rien ne change si tu ne t'engages pas. C'est la vérité que personne ne veut entendre quand on parle de transformation personnelle. Tu peux lire des phrases, écouter des conseils, imaginer des futurs différents,
Mais si chaque matin tu ne décides pas une bonne fois pour toutes que tu vas porter le poids de ton propre changement, tout le reste n'est que bruit. L'engagement est inconfortable, car il t'oblige à regarder en face ce que tu as laissé de côté et à reconnaître que ta version d'aujourd'hui est la somme de tes choix les plus confortables. Le véritable conflit ne réside pas dans les obstacles externes, mais dans ce pacte silencieux que tu fais avec l'inertie chaque fois que tu remets à plus tard ce que tu sais devoir transformer. Quand le réveil sonne, ton premier réflexe révèle le niveau d'engagement réel que tu as envers ton changement. Si tu choisis l'excuse facile, la journée est déjà hypothéquée. Si tu choisis l'affirmation, même si tu n'y crois guère, tu paies la première échéance d'une dette bien plus grande. T'engager chaque matin n'est pas un acte romantique ni grandiloquent. C'est accepter que le processus sera répétitif, parfois ingrat, presque toujours invisible. C'est le moment où tu décides de cesser de négocier avec tes anciens mécanismes mentaux et d'affirmer, même à voix basse, « Aujourd'hui, je choisis encore mon chemin ». Ici, il n'y a pas de témoins ni d'applaudissements. L'engagement est un contrat interne que seul toi peux signer et qui se renouvelle en silence, même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Il existe un mécanisme psychologique que nous partageons tous, la tentation de l'auto-indulgence. Elle se déguise en autocompassion, en fatigue justifiée, en promesse pour demain. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces la croyance que tu peux reculer sans coup. Mais le prix existe, la confiance en soi s'érode et l'esprit apprend que tes mots pèsent peu. Ce que tu ne soutiens pas te soutient contre. C'est la sentence qui marque la différence entre la transformation et la résignation. Le véritable engagement dérange, car il exige une cohérence quotidienne, pas la perfection. Il y aura des jours où tu répéteras les affirmations par pure discipline, sans ressentir de changement. C'est justement là que se forge le caractère. L'esprit cherche des raccourcis, veut des preuves rapides, des résultats immédiats. Mais la neuroscience est claire, les nouveaux circuits se créent à force de répétition, et chaque répétition est un petit acte de foi. Le conflit interne surgit lorsque la vieille voix te demande des preuves et que la nouvelle à peine balbutie. C'est le moment de plus grand pouvoir, car rester est plus douloureux qu'avancer. Les croyances ne se transforment pas par inspiration, mais par un engagement soutenu. N'attends pas de te sentir prêt. L'engagement est de décider sans garantie, de choisir ton changement avant qu'il ne se remarque. La volonté vaut plus que l'émotion. Cette phrase, bien qu'elle fasse mal, est celle qui sépare celui qui se réinvente de celui qui ne le souhaite que. Engage-toi chaque matin, même si c'est entre doutes. Ce contrat avec toi-même est le seul investissement qui ne se dévalue jamais. Si aujourd'hui tu répètes l'affirmation, si aujourd'hui tu tiens ta parole, alors aujourd'hui tu as déjà changé quelque chose. Que personne ne te dise le contraire, l'engagement quotidien est le véritable muscle du changement. La plupart des hommes qui se traînent par affection ne sont pas faibles, ils sont simplement endormis. Personne ne leur a appris que leur attention est leur plus grande monnaie, que le respect de soi ne se mendie ni ne se négocie. Jour après jour, ils tombent dans le piège de donner leur énergie et leur valeur en échange de miettes émotionnelles, sans réaliser que le coût psychologique de ce besoin est une dette qui grandit en silence. On perd de la dignité chaque fois qu'on se trahit soi-même juste pour maintenir une relation ou éviter le rejet. L'amour, dans le monde réel, est presque jamais inconditionnel. Il dépend souvent de ce que tu apportes, de ton contrôle, de ta capacité à rester ferme quand tout en toi crie de céder. Si tu continues à chercher la validation à l'extérieur, tu deviens l'otage de l'approbation des autres. Le stoïcisme le dit clairement. Le véritable pouvoir réside dans le fait de se gouverner soi-même, pas dans le contrôle des autres. Chaque fois que tu réagis par peur de perdre, tu perds le contrôle. Chaque fois que tu mets des limites, même si cela te met mal à l'aise, tu deviens plus fort.
Personne ne va te rendre le respect que tu as abandonné toi-même. Il n'existe pas de raccourci ni de formule magique, seulement de la discipline, de la clarté et la volonté de cesser de poursuivre ce que tu devrais être en train de sélectionner. Si tu ne choisis pas tes limites, d'autres décideront de ta valeur. Aujourd'hui, tu vas apprendre à reprendre le contrôle, à laisser la désespérance derrière toi et à devenir un homme qui se respecte et se fait respecter. Ton respect n'est pas négociable. Le contrôle commence par toi. 1. Observez vos schémas avant d'agir. La plupart des hommes échouent dans leurs relations parce qu'ils ne prennent même pas la peine de regarder en face leur propre schéma. C'est la vérité. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas parce que toutes sont les mêmes, ni parce que le monde est contre vous. C'est parce que vous agissez en pilote automatique, répétant les mêmes erreurs chaque fois que votre ego se sent en danger ou que votre besoin de validation s'emballe. Tant que vous continuerez à nier l'évidence, que vos réactions ne sont pas libres, mais programmées par des années d'insécurité et de manque de discipline, vous resterez un esclave de vos impulsions. Et cela ne vous mène qu'au même endroit, des relations épuisantes, un manque de respect et une constante sensation de vide que vous essayez de remplir avec l'attention des autres. Cela vous dérange de ne pas être valorisé, mais vous n'avez même pas appris à vous valoriser vous-même. Croyez-vous vraiment que vous allez reprendre le contrôle en agissant depuis l'anxiété et la peur de l'abandon? Non. Chaque fois que vous cédez sans réfléchir, que vous répondez à des messages en quelques secondes, que vous débordez en expliquant vos émotions pour que personne ne s'éloigne, vous confirmez simplement que vous ne tenez pas votre propre volant. Vous hypothéquez votre respect de soi pour des miettes d'acceptation. Il n'y a pas de dignité là-dedans. L'homme qui n'observe pas ses propres mécanismes ne fait que multiplier sa dette émotionnelle. Vous vous parez de bonnes intentions et d'honnêteté, mais au fond, vous êtes poussé par le désespoir de ne pas rester seul, par une urgence enfantine que quelqu'un vous confirme que vous valez quelque chose. Ce n'est pas de l'amour-propre, c'est une dépendance mal déguisée. Si vous n'avez pas la force de vous arrêter avant d'agir, de regarder froidement ce qui vous motive, vous finirez toujours par être manipulé par quiconque voyant votre faiblesse. Ne vous trompez pas, vos schémas sont comme une cage invisible. Tant que vous ne les reconnaîtrez pas, toute tentative de vous améliorer ne sera qu'une cosmétique superficielle et vous continuerez à tourner en rond dans le même cercle de frustration et d'épuisement. Vous voulez du respect, mais vous agissez comme quelqu'un qui ne se respecte pas. Vous cherchez le contrôle, mais vous vous laissez emporter par n'importe quelle vague émotionnelle. Il est temps de cesser de trouver des excuses, de cesser de blâmer les autres ou le destin. Vous n'êtes pas victime de votre passé, vous êtes otage de votre manque de conscience. C'est la ligne qui fait la différence. Le premier pas ne consiste jamais à changer les autres, ni à exiger que le monde vous traite différemment. Il s'agit de vous asseoir avec vous-même, sans distraction, et d'observer avec une brutalité honnête ce qui vous pousse, ce qui vous effraie, et pourquoi vous répétez ce qui vous détruit. Ce n'est que lorsque vous pouvez identifier ces mécanismes que vous avez la possibilité de faire quelque chose de différent. Jusqu'à ce moment-là, tout mouvement que vous ferez ne sera qu'une réaction, jamais une décision. Seul un homme qui se connaît peut choisir. Celui qui ne se connaît pas obéit simplement à ses manques encore et encore. Il n'y a pas de liberté sans connaissance de soi. Si vous ne maîtrisez pas vos schémas, ce sont vos schémas qui vous maîtrisent. 2. Administre ton attention avec intention. Tu es dans un café, téléphone à la main, en train de vérifier les notifications en attendant une réponse à un message. Les minutes passent, tu regardes à nouveau l'écran, ouvre et ferme les mêmes applications, actualise la conversation comme si cela allait changer quelque chose. À ce moment-là, ton attention ne t'appartient pas. Elle est devenue une monnaie de peu de valeur, échangée sans conscience pour l'espoir simple d'une réponse, un signe d'approbation, n'importe quoi qui soulage ce vide momentané. C'est ici que la plupart échouent.
non pas par manque d'intelligence ni par mauvaise intention, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à protéger ce qu'ils ont de plus précieux. L'énergie que tu donnes, le regard que tu maintiens, les minutes que tu offres à l'attente, tout cela parle de toi, de ce que tu crois mériter et de ce que tu as cessé de contrôler. L'attention est la porte par laquelle entre le respect où s'infiltre la dépendance. Si tu l'ouvres sans filtre, n'importe qui peut entrer et s'approprier ta stabilité. La réalité est que la façon dont tu gères ton attention définit qui a du pouvoir sur toi. Peu de choses te dénuderaient plus que l'endroit où tu mets ton énergie de manière automatique. Si tu réagis à chaque stimulus, si tu ne peux pas supporter l'inconfort de l'attente, si ta journée tourne autour d'un chat ou d'un appel, tu as déjà perdu. Donner ton attention sans critère, c'est confier ta dignité à des mains étrangères. Personne ne respecte ce qui est toujours disponible. Personne n'apprécie ce qui est donné sans effort. La discipline commence dans l'invisible, dans ce muscle interne qui t'oblige à rester avec toi-même quand tout te pousse à te disperser. L'homme qui ne contrôle pas son attention finit par être un mendiant émotionnel, essayant de remplir chaque espace de silence avec des distractions qui ne font que l'appauvrir davantage. On t'a appris que répondre rapidement est être attentif, que montrer de l'intérêt est synonyme de valeur. Mais si chaque réaction de ta part est une concession, le message que tu envoies est clair. Tu n'as rien de mieux à faire que d'attendre la validation de l'autre. L'attention que tu distribues est un reflet de tes priorités et de tes insécurités. Si tu ne décides pas à qui tu donnes du temps et de la présence, tu deviens esclave de n'importe quel stimulus, aussi petit soit-il. Personne ne te rendra ce temps, personne ne construira ton respect de soi pendant que tu te détruis dans l'anxiété. La dignité se mesure à l'endroit où tu mets ton attention. C'est une ligne dure, mais c'est la vérité. La transformation commence le jour où tu décides de filtrer, où tu comprends que ton attention est une ressource rare et que tu mérites de l'administrer avec intention. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de reconnaître que la dispersion est le symptôme d'un esprit qui n'a pas encore appris à se concentrer. Le contrôle de ton attention est le premier acte de respect de soi. Si tu n'es pas capable de supporter l'inconfort de ne pas savoir, de ne pas recevoir ce que tu veux instantanément, alors tu es encore facile à manipuler. Arrête de vivre en mode réactif. Choisis où tu te concentres, choisis qui mérite ton temps. L'homme qui maîtrise son attention maîtrise sa vie. 3. Ne réagis pas, réponds avec contrôle. Parfois, je me surprends à agir comme si chaque mot que je reçois ou chaque geste que je perçois étaient des ordres auxquels je devais répondre immédiatement, comme un mécanisme activé par réflexe. Ce n'est pas agréable de l'admettre, mais beaucoup des réponses que je donne dans des situations importantes, surtout dans des relations personnelles, ne sont pas le fruit d'une décision consciente. Ce sont des impulsions qui surgissent parce que je n'ai pas encore appris à tolérer l'inconfort de l'incertitude, le poids de ne pas avoir le contrôle absolu, la pression que je ressens quand je pense que je peux perdre quelque chose. C'est là l'erreur. Répondre sans filtre, laisser l'anxiété du moment décider pour moi est la racine silencieuse de la plupart de mes pertes. J'ai remarqué qu'au fond de chaque réaction précipitée se cache l'espoir d'éviter le rejet ou le silence, même si cela coûte mon équilibre. Chaque fois que je cède à cette urgence, je livre une partie de mon pouvoir et, ce qui est pire, je renforce le conditionnement qui me maintient attaché à mes vieux schémas. Quand tu t'analyses vraiment et sans filtre, tu vois que réagir de manière automatique est une façon d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Ton esprit cherche des raccourcis, des réponses immédiates, une sortie rapide au malaise. Mais ce soulagement instantané a un coût. Le prix est ta crédibilité, ton magnétisme et la perception de valeur que les autres ont de toi. La réaction est bon marché, la réponse coûte de la discipline. Il y a une énorme différence entre réagir parce que tu ne supportes pas le vide et répondre parce que tu as une clarté intérieure. Réagir,
te transforment en esclave des circonstances, te mettent à la merci des stimuli externes. Répondre, en revanche, implique de faire une pause, d'évaluer l'impact de tes mots et de tes actions, et de décider depuis un endroit de contrôle réel. Ton pouvoir commence là où se termine ton impulsion. C'est la frontière qui ne se traverse pas sans effort. Si chaque fois que quelque chose te dérange, tu te mets à te justifier, à supplier de l'attention ou à prouver ton point, tu ne fais que montrer que tu n'as pas d'outils propres pour réguler ton état émotionnel. Les personnes qui t'entourent, consciemment ou inconsciemment, perçoivent ce manque de structure interne. C'est là que le respect et l'attraction se perdent. L'autocontrôle n'est ni rigidité ni froideur, c'est la capacité de filtrer les stimuli et de choisir ta réponse depuis la position de celui qui sait qu'aucun résultat externe ne définit sa valeur. Quand tu entraînes ce muscle, tu commences à voir la différence entre l'urgent et l'important, entre ce qui te provoque de l'anxiété et ce qui mérite vraiment une réaction. Répondre avec contrôle est le filtre qui sépare le respect de l'épuisement. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais de devenir l'architecte de tes propres décisions. Le véritable changement se produit lorsque tu te permets de ressentir l'inconfort sans l'anesthésier avec des réactions impulsives. Cet espace d'attente, bien que désagréable, est là où se développe la force de caractère. Chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, tu renforces la structure interne qui soutient ta dignité. Au lieu de te laisser entraîner par l'urgence d'être accepté, tu choisis d'agir depuis la conviction. Et c'est la différence entre vivre à la merci de tes blessures ou te construire depuis le contrôle et le respect de soi. 4. Choisissez des limites claires, pas des excuses. Un homme sans limites claires est comme une porte tournante dans un bâtiment fréquenté. Les gens entrent et sortent, poussent quand ils veulent passer, certains restent même à tourner sans but, tandis qu'ils ne remarquent à peine l'usure des charnières. C'est ainsi que fonctionnent vos relations lorsque vous ne marquez pas une frontière réelle. Cela se remarque dans des détails minimes, la façon dont vous détournez le regard quand quelqu'un envahit votre espace, ce geste inconfortable en acceptant une faveur que vous ne voulez pas, le ton soumis avec lequel vous répondez à une exigence irrationnelle juste pour ne pas créer de conflit. Chaque fois que vous avalez vos objections, chaque fois que vous vous justifiez pour dire non, la pression s'accumule dans votre poitrine comme un poids invisible mais palpable. Il est facile de déguiser cette absence de limite avec des excuses. Mieux vaut ne pas créer de problème. Elle en a plus besoin que moi. Si je cède, la relation s'améliorera sûrement. Mais ce que vous réalisez réellement, c'est que vous vous perdez dans des concessions que personne ne se souvient et que vous finissez par payer en mensualité de ressentiment. Il n'y a pas de dignité à être l'homme qui négocie toujours son espace pour le confort des autres. Dans la vie réelle, ceux qui ne mettent pas de limites visibles finissent flous dans la mémoire des autres car leur présence n'est ni distinguée ni respectée. Observez comment l'ambiance change lorsque, au lieu de céder, vous soutenez le regard, maintenez la voix ferme et laissez clairement savoir jusqu'où va votre patience. Il n'est pas nécessaire de hausser le ton ni de faire une scène. Il suffit de ce silence inconfortable qui arrête l'invasion, de ce geste de retirer doucement une main quand elle touche à l'inapproprié, de l'acte simple de ne pas répondre immédiatement à une provocation. La clarté de vos limites se voit dans ces secondes de pause avant de répondre, dans le calme avec lequel vous répétez que vous n'allez pas justifier ce qui ne vous concerne pas. Celui qui ne met pas de limites devient irrelevant. C'est une ligne que personne ne veut franchir. Beaucoup préfèrent inventer des excuses plutôt que de supporter le petit douleur de dire ce qu'ils pensent vraiment. Mais chaque excuse est une fracture de plus dans votre caractère, une fissure qui s'ouvre et permet aux autres de s'installer dans votre temps et votre énergie sans demander la permission. Faites attention à vos gestes, la façon dont vous haussez les épaules, ce soupir résigné, le sourire forcé lorsque vous acceptez quelque chose que vous ne voulez pas. Tout cela parle plus fort que vos mots. Rien ne vous fait perdre le respect aussi rapidement que de vous trahir pour éviter le conflit.
Les limites claires ne sont pas des murs d'agressivité, ce sont des lignes précises qui marquent votre territoire et montrent que vous vous valorisez suffisamment pour vous protéger. Le respect commence là où finissent les excuses. Le jour où vous cesserez de négocier avec l'inacceptable, vous verrez comment la qualité de vos relations et le poids que vous portez changent. 5. Sois sélectif avec ton énergie affective. Ce n'est pas tout le monde qui te sourit qui mérite ton énergie. C'est la vérité inconfortable que personne ne veut accepter. Mais c'est le filtre qui sépare ceux qui vivent épuisés de ceux qui se construisent avec fermeté. Si tu continues à donner ton affection comme si c'était un cadeau bon marché, ne te plains pas ensuite d'être traité comme un remplissage émotionnel. La plupart des hommes finissent épuisés, non pas parce qu'ils aiment trop, mais parce qu'ils ne sélectionnent pas à qui ils donnent cet amour, parce qu'ils ne comprennent pas que ton énergie affective n'est pas une ressource infinie, ni une obligation à partager. Il y a un piège dangereux dans cette idée d'être toujours disponible, toujours compréhensif, toujours ouvert à tout donner. Tu finis vide, et quand tu es vide, tu es invisible, même pour toi-même. Arrête de justifier l'épuisement émotionnel avec des phrases bon marché comme « c'est juste que je suis comme ça »,« je ne veux pas être égoïste » ou « si je ne donne pas, qui va me donner ?» C'est de l'auto-illusion. La sélectivité n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Personne ne va te reconnaître le mérite d'avoir toujours été là quand même, toi tu ne reconnais pas le mérite de te protéger. Chaque fois que tu donnes de l'attention, de l'écoute ou de l'affection à ceux qui ne le méritent pas, tu diminues la valeur de ta présence. C'est comme payer une dette que tu n'as jamais contractée, et en plus attendre de la gratitude. Le résultat, tu deviens un homme prévisible, facile à manipuler, toujours en attente d'un minimum de signes pour te lancer à donner plus que ce que tu reçois. Ce déséquilibre se ressent sur la peau, dans l'humeur, dans le regard que tu perds quand tu réalises que tu as offert le meilleur de toi à ceux qui voulaient juste consommer, pas construire. Crois-tu vraiment que celui qui te traite comme une option va te donner la priorité si tu continues à supplier avec ton attention ? Tu n'es pas un livreur d'affection, tu es un homme qui décide où il investit son énergie. Chaque message auquel tu réponds sans évaluer si c'est réciproque, chaque faveur que tu fais au détriment de ton bien-être, chaque seconde que tu consacres à ceux qui n'apparaissent que quand cela les arrange, sont des fractures dans ton caractère. Et ces fractures s'accumulent, jusqu'à ce qu'un jour tu te demandes pourquoi personne ne te respecte, pourquoi personne ne fait d'efforts pour toi. C'est simple, parce que tu n'as pas mis de prix à ce que tu donnes. Ta valeur dépend de ton jugement, pas de ta disponibilité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence émotionnelle. Être sélectif ne signifie pas te fermer au monde, ni devenir un mur imprenable. Cela signifie filtrer avec rigueur qui mérite ta présence, ton écoute, tes soins. Le respect de soi est inconfortable, car il oblige à dire non, à mettre de la distance, à laisser dehors ceux qui ne savent que soustraire. Mais cet inconfort est le prix de la liberté. Chaque fois que tu choisis à qui tu donnes ton énergie, tu renforces la structure interne qui soutient ta dignité. Ne te trompe pas. L'affection sans filtre est une faiblesse. La sélectivité est un pouvoir. Apprends à dire stop. Tout le monde ne mérite pas une place à ta table. Cette ligne sépare l'homme qui se respecte de celui qui ne sait que mendier de l'attention. 6. Arrête de chercher la validation externe. Chercher la validation externe est l'addiction la plus silencieuse et destructrice qu'un homme puisse avoir. Peu importe combien tu le nies, tant que ta valeur dépend d'un message reçu, de la réaction de quelqu'un d'autre ou de l'approbation de quelqu'un qui ne se respecte même pas, tu vas vivre enfermé dans une prison invisible. Personne ne te le dit aussi clairement. Mais la vérité est que celui qui cherche la validation des autres renonce à son pouvoir personnel sans s'en rendre compte. C'est un mécanisme appris dès le plus jeune âge. Tu t'habitues à mesurer ta valeur selon les regards, les éloges ou le simple fait d'être choisi par rapport aux autres. Ce que tu ne vois pas, c'est le prix à payer. Chaque jour où tu laisses les autres décider si tu es suffisant,
Tu t'éloignes davantage de ton centre et tu deviens dépendant d'une drogue émotionnelle qui ne satisfait jamais. Elle te fatigue seulement. Là se trouve l'origine de cette anxiété silencieuse qui te pousse à vérifier ton téléphone, à ajuster ton comportement pour plaire, à sacrifier tes limites juste pour recevoir une tape invisible qui te confirme que tu existes. Le piège est subtil car il se déguise en besoin humain fondamental. Nous voulons tous être vus, acceptés, pris en compte. Mais le problème commence lorsque ce besoin devient ton seul thermomètre de valeur et quand tu tombes dans le mensonge selon lequel tu n'es digne que si les autres l'approuvent. Il est facile de se perdre là-dedans, croyant que si tu fais ce qu'il faut, si tu t'efforces davantage ou si tu te montres parfait, alors tu recevras enfin cette reconnaissance qui te manque. Mais il n'y a pas de quantité d'approbation externe qui puisse combler le vide de quelqu'un qui n'a jamais appris à se valider intérieurement. Le mécanisme est pervers. Plus tu cherches à l'extérieur, plus tu te sens vide à l'intérieur. C'est comme essayer de payer une dette infinie avec une fausse monnaie. La validation des autres est un mirage, jamais un véritable objectif. C'est la ligne que tu dois apprendre à voir. Si chaque pas que tu fais est conditionné par la peur du rejet, tu vis en mode de survie émotionnelle. Tu n'oses pas être authentique, à défendre tes opinions, à marquer tes frontières, car ta paix dépend de gestes que tu ne peux pas contrôler. C'est ainsi que le caractère se brise. Tu t'adaptes, tu te dilues. Tu deviens une version diminuée de toi-même juste pour t'intégrer. Mais le respect des autres et de toi-même ne naît jamais de la dépendance, mais de l'autonomie. Lorsque tu cesses de poursuivre la validation externe et que tu t'habitues à être ton propre filtre, à valider tes propres réalisations et à te soutenir dans ton jugement même si personne ne regarde, tu commences à reprendre du terrain. Ce n'est pas un processus confortable, car cela exige de renoncer à l'addiction de plaire et au confort d'être approuvé. Mais c'est le seul chemin vers la liberté émotionnelle. Le jour où tu cesses de demander la permission d'exister, tu renais. C'est la véritable transformation. Laisser ta valeur ne pas être entre les mains des autres, mais dans ta capacité à te reconnaître, même dans le silence. 7. Priorise ton respect avant l'affection. Tu es devant le miroir, te préparant à sortir, passant en revue mentalement chaque détail de ton apparence et les conversations possibles de la soirée. Tu penses à la façon dont tu vas te présenter, si la personne qui t'importe remarquera tes efforts, ou si tu recevras ce geste minimal qui te confirmera que tu es sur la bonne voie. À ce moment-là, ce qui devrait être un simple acte de soin se transforme en une négociation silencieuse avec ton propre respect. Sans t'en rendre compte, tu as déjà mis de côté ton propre jugement et commencé à ajuster ton comportement pour plaire, pour t'intégrer, pour ne pas déranger. C'est là que commence le piège. L'urgence d'assurer de l'affection commence à peser plus que l'engagement envers ta propre dignité. Si tu analyses le mécanisme, tu verras que la plupart des hommes tombent dans ce schéma parce qu'ils confondent être valorisé avec être aimé. Prioriser l'affection devient un pari risqué lorsque, dans le but de ne pas la perdre, tu sacrifies ton respect personnel en échange d'une acceptation temporaire. La racine est dans la croyance que l'affection justifie tout. Tu cèdes lors des discussions, minimises tes besoins, fais des faveurs que tu ne veux pas et tolères des manques de respect juste pour maintenir une fausse harmonie. Le problème est que ce type de paix est fragile. Il dépend toujours de la volonté et de l'humeur des autres, jamais de ta décision interne. Ainsi s'installe le déséquilibre. Chaque concession que tu fais par peur de perdre affaiblit ta présence et dévalue ta parole. Au final, l'affection que tu reçois n'est même pas réelle. C'est une monnaie d'échange basée sur ta capacité à céder. Lorsque tu priorises le respect sur l'affection, l'équation change. Tu ne te définis plus par la réaction des autres, mais par le filtre interne que tu utilises pour décider ce que tu acceptes et ce que tu ne veux pas. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais de maturité stratégique. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas d'une tape dans le dos, ni de la promesse de compagnie, mais de ta capacité à te soutenir même lorsque tu es seul.
Le respect de soi est la base sur laquelle se construit toute relation saine. Sans lui, tout le reste est instable. L'affection recherchée à tout prix finit par coûter cher, car elle t'oblige à négocier ton identité chaque jour. En revanche, le respect bien ancré attire une affection plus authentique, moins conditionnée et beaucoup plus durable. À long terme, l'homme qui priorise son respect se dispense d'explications, évite des épuisements inutiles et filtre ceux qui ne contribuent pas. C'est simple, le respect ne se demande pas, il se maintient. Lorsque tu apprends à choisir ta dignité au-dessus du besoin de plaire, tu cesses d'être manipulable. Le prix d'être respecté est l'inconfort de perdre une certaine affection superficielle. Mais la récompense est énorme. Tu reprends le contrôle de ta vie et transformes la manière dont les autres te perçoivent. Toute affection n'est pas bénéfique. Le respect est le fondement. L'affection juste un précieux ornement lorsqu'elle vient après. 8. Garde des options, jamais de dépendance. Je vais le dire sans détour. J'ai déjà ressenti ce pincement à l'estomac lorsque je réalise que tout mon bien-être dépend d'une seule personne, d'un seul message en attente, d'une seule réponse qui semble plus importante que tout le reste de ma vie. Je le sens dans mes mains qui se tendent en tenant le téléphone, dans la façon dont ma respiration s'accélère sans raison logique et dans cette sorte de brouillard mental qui m'empêche de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Là, à ce moment précis, toute mon autonomie se réduit à une attente, celle que quelqu'un me confirme que je ne suis pas seul, que j'ai de la valeur, que j'appartiens. C'est brutalement inconfortable de le reconnaître, car cela va à l'encontre de tout ce que j'aspire à être. Mais cet inconfort est le signal d'alarme le plus honnête. C'est la preuve que j'ai confondu attachement avec pouvoir et dépendance avec estime de soi. La scène est plus commune que nous ne voulons l'accepter. Tu te vois attendre une réaction, adaptant tes plans au rythme et à la disponibilité de celui qui occupe le centre de ton attention. Tu changes d'horaire, tu mets de côté des activités qui te faisaient du bien, tu modifies même tes opinions juste pour ne pas déranger ou pour rester dans la zone des préférés. Tout ton monde devient petit, comprimé autour d'une seule option, comme s'il n'existait rien en dehors de ce cercle. Le langage corporel le trahit. Épaules affaissées, regard anxieux, gestes d'inquiétude qui trahissent le calme factice que tu essaies de maintenir devant les autres. Un homme ainsi perd de sa présence, perd de son magnétisme et surtout perd sa liberté. Celui qui n'a qu'une seule option n'a jamais de contrôle. C'est une phrase inconfortable, mais c'est celle qui divise le jeu en deux. La dépendance est un piège silencieux, car elle s'installe dans le quotidien, dans l'habitude de toujours chercher la même voie, le même refuge, la même validation. Il ne s'agit pas de rejeter l'affection ou de fermer la porte à la connexion, mais de comprendre que ta valeur ne peut pas dépendre d'une seule source. Maintenir des options n'est pas jouer avec les gens. C'est se rappeler que ta vie est bien plus grande que n'importe quelle relation particulière. C'est se lever tôt pour s'entraîner même s'il n'y a pas de plan avec quelqu'un. C'est cultiver des amitiés diverses. C'est investir dans des projets personnels qui te remplissent, même si personne ne les applaudit. Lorsque tu multiplies tes alternatives, ton esprit se libère du poids de l'urgence et tu cesses de négocier ta dignité juste pour ne pas perdre une présence. Ton agenda devient un espace de décision, pas une liste de concessions. Je l'ai vu dans mon propre comportement. Les moments où je me sens le plus sûr et attirant sont ceux où j'ai des options, lorsque mon bien-être n'est pas hypothéqué à une seule réponse. La différence se remarque dans la fermeté de la voix, dans la posture plus droite, dans la capacité de dire non sans craindre de me retrouver sans rien. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une façon saine de protéger ton centre. Le respect de soi fleurit lorsque tu comprends que tu peux choisir, que aucun rejet ne te vide, que aucune absence ne te définit. Les options sont liberté, la dépendance, condamnation. Si jamais tu te surprends en train de t'enliser dans l'anxiété de tout perdre à cause d'une personne, souviens-toi que le véritable pouvoir commence lorsque tu es capable d'ouvrir des horizons et de cesser de supplier pour des miettes émotionnelles.
Cesse d'être otage d'une seule porte, garde des options, et tu verras comment le poids que tu portes et la façon dont tu te vois changent. 9. Discipline émotionnelle face à toute manipulation. Un piège sophistiqué n'a pas besoin de barreaux ni de cadenas. Il suffit d'un mécanisme bien réglé qui s'active chaque fois qu'on appuie sur le bouton de ta culpabilité, de ta peur ou de ton ego. C'est ainsi que fonctionne la manipulation moderne. On ne t'emmène pas de force, on te séduit avec de petits fils invisibles qui entravent ta volonté chaque fois que tu cèdes au chantage émotionnel, à l'indifférence calculée ou à la victimisation d'autrui. Tu crois avoir le contrôle parce que tu peux élever la voix ou argumenter, mais au fond, tu es comme une marionnette dont tu ne vois même pas les fils. Chaque regard de désapprobation, chaque silence stratégique, chaque faveur qu'on te demande parce que tu es bon, n'est qu'un autre tir sur une corde qui t'éloigne de ta dignité. Et tu le sais, même si tu le nies, tu reconnais le poids sur ta poitrine, la chaleur inconfortable dans ta nuque lorsque tu avales tes mots pour ne pas perdre quelque chose qui ne te fait même pas de bien. C'est le prix à payer pour vivre sans discipline émotionnelle. Tu finis par acheter de la stabilité au prix de ton respect de soi. Ne te laisse pas tromper par l'idée que la manipulation n'affecte que les naïfs ou les faibles. L'homme qui ne s'entraîne pas à l'autocontrôle, qui n'apprend pas à identifier quand on le pousse depuis ses émotions les plus basiques, tombe encore et encore dans les mêmes pièges. Le problème, c'est qu'on t'a éduqué à te sentir responsable du bien-être des autres, à croire que dire non ou marquer de la distance est un acte de cruauté, alors qu'en réalité, c'est le seul véritable bouclier que tu as. Chaque fois que tu te plies devant les pleurs, la menace déguisée d'indifférence ou la promesse d'une attention future, tu renforces ton rôle d'esclave émotionnel. Il n'y a rien de plus dangereux que de confondre empathie et servitude. Et c'est exactement ce qu'ils réussissent à faire avec toi lorsque tu ne mets pas de frein. L'autocontrôle est le seul vaccin contre la manipulation. Si tu ne le cultives pas, tu deviens la proie favorite de ceux qui savent jouer avec ton anxiété et ton besoin d'être aimé. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de durcir le filtre par lequel passent tes réactions. La discipline émotionnelle n'est pas un luxe, c'est un devoir si tu ne veux pas qu'on t'utilise comme un distributeur automatique d'affection, d'attention ou de faveur. Chaque fois que tu te sens sur le point de céder juste pour éviter un conflit, pour assurer un peu de paix momentanée, demande-toi si ce prix en vaut la dignité. La plupart n'osent pas soutenir le silence inconfortable, laisser une demande sans réponse ou se retirer d'un jeu émotionnel sale. C'est pourquoi ils finissent épuisés, pleins de colère intérieure et avec le respect de soi en miettes. Celui qui ne contrôle pas ses réactions offre son pouvoir. C'est aussi simple que cela. La discipline émotionnelle s'entraîne comme un muscle, en soutenant l'inconfort, en tolérant le vide, en ne cédant pas au premier tir du hameçon affectif. Si tu n'es pas capable de voir le schéma, de reconnaître quand on essaie de te manipuler avec des éloges, des culpabilisations ou des menaces voilées, tu continueras à tourner dans la roue de l'épuisement. N'attends pas que le monde te respecte si tu te vends à bas prix chaque fois qu'on te manipule. Le respect commence lorsque tu cesses d'être un jouet des émotions des autres et que tu commences à décider depuis ton propre centre, même si cela fait mal, même si tu te retrouves seul à court terme. La dignité ne se négocie pas avec des larmes ni avec des silences calculés. Si tu ne maîtrises pas ta réaction, tu seras toujours une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. 10. Prends la responsabilité de ta propre valeur. Personne ne va te donner ta valeur. C'est la vérité la plus inconfortable et aussi la plus libératrice. Tout le temps, tu fais face à cette décision silencieuse. Laisser le monde te coller une étiquette ou commencer à sculpter ta propre signification, même si cela implique de porter le poids de la responsabilité totale sur qui tu es et ce que tu mérites. Il y a un piège bien ancré dans l'esprit. Attendre que quelqu'un d'autre te confirme que tu es suffisant,
Déléguer ta dignité à l'opinion des autres, agir seulement lorsque quelqu'un applaudit ou te montre la bonne direction. Ce mécanisme est ancien, il se forme dès l'enfance, lorsque tu croyais que l'amour et la reconnaissance se gagnaient en obéissant ou en t'adaptant. Mais l'homme qui attend encore une validation externe ne grandit jamais vraiment, il change simplement de propriétaire. Tu deviens une proie facile pour n'importe quel regard, n'importe quel geste, n'importe quelle phrase qui touche ton insécurité. C'est ainsi que le respect de soi s'infiltre, lentement mais sûrement, jusqu'à ce que tout ce que tu as soit le reflet conditionné de chercher l'approbation à l'extérieur et non à l'intérieur de toi. La responsabilité de ta propre valeur commence lorsque tu cesses de blâmer l'environnement, tes partenaires, ton histoire ou la mauvaise chance. Tu n'as pas besoin d'une raison externe pour commencer à te respecter. Tu as besoin de courage pour regarder ce que tu as permis et ce que tu continues à tolérer par peur de te confronter à toi-même. Il y a une forte résistance interne parce que prendre ses responsabilités signifie cesser d'attendre des sauvetages, cesser de justifier tes échecs avec des excuses confortables et commencer à rendre des comptes uniquement à ton propre jugement. C'est la différence entre un homme qui se construit et un autre qui ne fait que survivre. L'auto-validation est inconfortable parce qu'elle ne te donne pas d'applaudissements immédiats. Elle ne calme pas l'anxiété à court terme. Mais lorsque tu choisis de soutenir ta valeur, même si personne ne la reconnaît, tu commences à sentir le changement. La voix intérieure se renforce, la posture s'affirme et tu cesses de négocier qui tu es avec chaque personne qui passe dans ta vie. Le véritable conflit réside dans le choix quotidien entre porter le masque pour plaire ou te soutenir, même si cela signifie recevoir de l'indifférence ou du rejet. Être responsable de ta valeur, c'est décider qu'aucun résultat externe ne va définir ton état intérieur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un type de maturité brutale. Accepter que la seule opinion qui compte vraiment est celle que tu soutiens en silence, lorsque personne ne te regarde. Cela ne se réalise pas d'un coup. C'est un entraînement mental, une discipline qui se cultive chaque fois que tu fais face à la tentation de céder pour être accepté. Le respect de soi est un investissement à long terme. Personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Cette phrase divise ceux qui implorent de l'attention de ceux qui projettent une présence. N'attends pas de te sentir prêt, ni d'être reconnu, ni que tout s'emboîte. Prends les choses en main, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si tu restes seul un temps. La valeur qui se réclame se soutient par des actes, pas par des discours. Lorsque tu comprends que tu es le seul responsable de ta valeur, tu cesses de rivaliser, tu cesses de supplier et tu commences à attirer des relations, des situations et des opportunités qui sont à la hauteur de tes standards. L'autorespect n'est pas négociable. Personne ne viendra te relever si tu ne te relèves pas d'abord.